Au sommaire de Bouge la France, dans quelques instants, les partis politiques, ils s'en sont créés 7 depuis la dernière élection présidentielle. Est-ce que tout va pas finir par exploser? Le droit au logement, c'est une bonne idée, mais est-ce qu'elle est vraiment applicable? L'hydroptère, vous le connaissez, c'est un voilier qui vogue et qui plane au-dessus de l'eau. Je recevrai Alain Thébault, qui est son navigateur et créateur de ce prototype. Et puis en fin du théâtre, avec De Gaulle pendant mai 68, sous le pavé, les planches, bien sûr. À tout à l'heure, juste après le journal de Saveria Rojac. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Jour J pour le droit opposable, en pleine polémique sur le sort des sans-abri. La loi Dallot entre réellement en vigueur. Les personnes prioritaires en matière de logement pourront désormais saisir la justice et attaquer l'État. Mais pour l'instant, sur les 600 000 personnes concernées, seuls 50 000 dossiers ont été déposés. Fabrice Cunet. J'ai reçu l'avis favorable, mais j'attends. Zora vit dans un appartement insalubre à Paris. Son dossier de relogement, elle l'a déposé voilà près d'un an. En juin, la commission de médiation a donné un avis favorable à sa demande. Depuis, plus rien. Avec une vingtaine d'autres familles dans son cas, elle attend ce matin de pouvoir déposer un recours devant le tribunal administratif de Paris. Sur 14 000 ménages qui ont été validés par des commissions de médiation en France, il y en a eu 3 500 qui ont été relogés. À Paris, sur 4 500 familles qui ont été validées par la commission de médiation, il y en a 87 qui ont été relogées. Vous voyez, ils n'appliquent pas la loi, ils ne veulent pas les reloger. Espérons qu'ils vont comprendre, que l'État va comprendre et Madame Boutin va nous écouter. J'ai tapé dans toutes les portes. Zora est notamment venue ici. Le droit au logement opposable est une procédure longue et compliquée. Les associations parlent de déficit d'information et de suivi. Effectivement, c'est compliqué. Ce sont des procédures administratives, c'est un dossier lourd. Il faut joindre à ce dossier des pièces qui sont parfois compliquées aussi à obtenir, à rassembler, etc., etc. Donc, je pense que c'est l'accompagnement des personnes mal logées dans la mise en œuvre de ce droit qui est déterminante aujourd'hui. La Fondation Abbé Pierre appelle à une aide de l'État pour que les associations jouent leur rôle de soutien. Zora, elle, a pu déposer son dossier et reprend son attente. À chaque recours, l'État risque une astreinte financière pour non-respect de ses obligations. Et en ces temps difficiles, les Restos du Cœur ont lancé ce lundi leur 24e campagne. L'année dernière, ils ont accueilli 700 000 personnes, un chiffre qui devrait être dépassé cette année. Aloïse Deran. Les Restos du Cœur, c'est une organisation calibrée 6 mois à l'avance avec un budget de 70 millions d'euros. L'association approvisionne ses entrepôts dès l'été, une avance qui ne leur a pas vraiment servi cette année. Nous n'avons pas profité cette année d'une véritable descente, ni des coûts généraux liés au pétrole, ni des coûts liés à un certain nombre de matières premières de base, comme le lait ou les céréales. Et pour cause, au moment de leurs achats, le prix du lait avait augmenté de 30% et jusqu'à 60% pour le blé. Depuis, ces produits sont en baisse et ce qui inquiète les agriculteurs pourrait bien faire le jeu des Restaurants du Cœur l'année prochaine. S'il y a baisse des prix, si elle se confirme, elle nous bénéficiera pour l'an prochain, heureusement, parce qu'avec les augmentations en volume, ça nous permettra peut-être, avec un budget équivalent, de pouvoir acheter des parts supplémentaires. Cette année, l'association doit faire face à un déficit de nourriture de plus de 5000 tonnes, c'est-à-dire 5 millions de repas en moins. Avec la crise, elle craint que ce chiffre augmente l'année prochaine. Des voix discordantes au sein du gouvernement suite à l'interpellation d'un journaliste. Nicolas Sarkozy comprend l'émoi déclenché par l'affaire et lance une mission. Vittorio De Filippis, l'ancien directeur de la publication de Libération, a été brutalement interpellé vendredi à son domicile. Il dénonce un dérapage policier et Michèle Alliot-Marie assure, elle, que la procédure a été respectée. On l'écoute. Il n'y a pas eu d'interpellation musclée, il y a eu application par les policiers des règles et des procédures qui leur sont imposées. J'ai d'ailleurs lu un certain nombre de choses qui ne paraissent pas exactes. Par exemple, l'interpellation n'a pas eu lieu à 6 heures, elle a eu lieu à 7 heures moins le quart. Il n'y a pas eu de menottage devant les enfants. Cela est inexact, mais encore une fois, les policiers n'ont pas à juger, n'ont pas à apprécier, ils doivent appliquer un certain nombre de règles et de procédures qui sont fixées par les textes. Un nouveau parti à gauche de la gauche. Jean-Luc Mélenchon a lancé ce week-end sa formation, le Parti de gauche. L'ancien socialiste appelle à rassembler une nouvelle majorité de gauche pour gouverner le pays. Reportage Pierre Bon-Joseph. La France des rébellions et des révolutions a de nouveau une volonté, un drapeau et un parti.
Ce week-end, devant 3000 personnes, Jean-Luc Mélenchon s'est autoproclamé chantre de l'anticapitalisme. Avec son nouveau parti de gauche, il a promis de changer la vie. Nous entreprenons ce combat politique pour rassembler une nouvelle majorité politique de gauche dans le pays, pour gouverner le pays. Pour gouverner le pays. Il marque ainsi sa différence avec le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot. Il faut dire qu'à gauche de la gauche, il y a comme un début d'embouteillage. Sur fond de crise, c'est à qui incarnera le mieux l'opposition à la politique libérale de Nicolas Sarkozy. La dispersion, c'est le problème crucial de l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'ils sont capables de s'allier sur des problématiques ponctuelles, mais à chaque fois, ça réexplose avec des individualités tellement fortes. Parce que je pense que le problème est plus là, sur des problèmes d'individualité forte, que sur des problèmes de conviction et d'idéologie. Les principaux intéressés, eux, soulignent leur convergence. À quelques mois des élections européennes, ils aimeraient bien faire front commun comme en 2005 lors du non à la Constitution européenne. C'est une bonne nouvelle si ça permet de construire une alternative à gauche, à la fois avec les mouvements sociaux, qui ne soit pas seulement une recomposition des appareils des partis et qui apporte une réponse cohérente au projet de droite. Dimanche, toute la gauche, à l'exception du PS, se réunit pour réfléchir à un projet européen commun. Ça n'était pas arrivé depuis 3 ans. Et décidément, ça bouillonne à gauche, mais à gauche de la majorité. Jean-Marie Bockel a lancé ce week-end la gauche moderne. Le secrétaire d'État aux anciens combattants, issu lui-même de l'ouverture chère à Nicolas Sarkozy, veut rassembler les déçus du PS. Reportage Flora Sauvage. Jean-Marie Bockel peut avoir le sourire. Samedi, pour le congrès fondateur de son parti, la gauche moderne, le président de la République a envoyé son fils, Jean Sarkozy, pour chanter les louanges de l'ouverture. Il s'agit déjà d'avoir une philosophie de l'action. C'est ça aussi un parti politique. Et la philosophie de l'action, c'est le volontarisme, c'est le refus du clivage systématique, c'est la possibilité d'avoir des ponts concrets, ou en tout cas des murs qui tombent dans la société française. Autre invité de marque, le Premier ministre François Fillon. Pour changer la France, il faut savoir la rassembler. Et pour la rassembler, il faut avoir de l'audace, il faut avoir le courage de franchir les frontières partisanes. Cette audace, il faut le lui reconnaître, le président de la République l'a eue en faisant l'ouverture. Et tout milite, mes chers amis, pour que cette ouverture soit poursuivie. Face à un parti socialiste en crise, le chef de l'État souhaite renforcer sa politique d'ouverture. Ce qui n'est pas pour déplaire à son secrétaire d'État aux anciens combattants, Jean-Marie Bockel, un ancien du Parti socialiste. Aujourd'hui, on a un président de la République qui fait bouger les lignes, qui pense que réformer la France, ce n'est pas être camp contre camp, qu'il y a des bonnes idées partout, qu'il y a des gens de bonne volonté partout. Nous-mêmes, nous nous assumons dans la majorité, mais avec nos idées qui sont des idées de gauche, notre valeur ajoutée, notre capacité de critiquer, de proposer. Voilà l'état d'esprit de la gauche moderne. Pour autant, aucun des ministres d'ouverture n'a souhaité être présent ce week-end au congrès fondateur de la gauche moderne, alors qu'un remaniement se profile en 2009, d'autres personnalités de gauche pourraient rejoindre le gouvernement. Grève aujourd'hui dans les hôpitaux. Les urgentistes estiment que la dégradation de leurs conditions de travail pourrait mettre en danger la sécurité des patients. Ils dénoncent l'étranglement financier de l'hôpital. Le marché automobile dans la tourmente. Les ventes de voitures neuves ont chuté de 14% en novembre, alors que les constructeurs ont réduit leur production pour faire face à la crise. Durement touché Peugeot-Citroën, dont les ventes reculent de plus de 17%. Et Nicolas Sarkozy devra annoncer des mesures de soutien au secteur jeudi. Carla Bruni s'engage à l'occasion de la journée mondiale du sida. L'épouse du chef de l'État devient ambassadrice mondiale pour la protection des mères et des enfants auprès du Fonds mondial de lutte contre le sida. Un engagement qui se veut aussi personnel. Le frère de Carla Bruni est décédé de cette maladie il y a 3 ans. J'ai choisi parmi les victimes les plus vulnérables du sida d'essayer d'aider les femmes et les enfants parce que ce sont effectivement les victimes les plus vulnérables, même si nous sommes tous des victimes, par ailleurs, de cette maladie. Je pense qu'on peut éviter que la mère transmette le virus à son enfant. Je pense que c'est une chance réelle grâce à l'extraordinaire effort international qu'incarne le Fonds mondial. Et je pense que trop souvent encore, les femmes ont peur. Elles ont peur de se faire tester, elles ont peur de se faire soigner, car elles ont peur d'être exclues de leur communauté, de leur famille.
Aux États-Unis, Hillary Clinton prend la tête de la diplomatie américaine. L'ancienne candidate à la présidentielle a été nommée secrétaire d'État par le président élu Barack Obama. La sénatrice de New York veut rétablir le rang des États-Unis comme force positive de changement dans le monde. Et sachez que Robert Gates, l'actuel secrétaire à la défense de George Bush, est reconduit dans ses fonctions par le nouveau président. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Bouge la France, présenté par Pierre Sled. L'hydroptère, le voilier du futur, sera l'une des vedettes d'un Bouge la France qui accueillera aussi Charles de Gaulle. La nouvelle vedette d'une pièce qui triomphe en ce moment à travers la France. Bouge la France avec aussi le premier jour du droit opposable au logement et ses secousses sur les partis politiques, des partis qui à droite comme à gauche font des petits. Autour de Pierre Sled, Jérôme Fouquet de l'IFOP, François Delapierre du Parti de gauche, le nouveau parti de Jean-Luc Mélenchon, Chantal Brunel, la porte-parole de l'UMP, et Denis Jeanbart, notre chroniqueur. Bonsoir à tous. Avant de commencer, je regarde juste une dépêche qui tombe sur Wall Street parce que c'est important. Le Dow Jones qui chute de moins 7,63 et le Nasdaq de moins 8,83, ce qui prévoit des taux demain qui vont pas forcément être bons, notamment en France, mais aussi en Europe de manière générale. Voilà, cela étant dit, on va parler complètement d'autre chose. On va parler des partis politiques qui, ça ne vous a pas échappé, depuis la dernière élection présidentielle de 2007, eh bien, ils se sont multipliés. On en a compté 7 nouveaux depuis. Les plus récents, on va en parler, celui de Jean-Luc Mélenchon, celui de Jean-Marie Bockel, on vient de voir un sujet, celui de Nicolas Dupont-Aignan debout la République, le Modem, le Nouveau Centre, ça on a fini par s'y habituer, le Parti ouvrier indépendant, pas hyper connu de Gluckstein, et il y a le futur NPA de Besancenot également, ça fait 7. Je vais commencer par vous, Denis. Que nous arrive-t-il d'un seul coup? La 5e République est chaviée. Il pleut beaucoup, il y a des champignons qui poussent, des partis partout. Non, je crois surtout que à gauche, c'est le fruit des difficultés idéologique du Parti socialiste, qui n'arrive pas à définir une ligne et qui a vécu dans des querelles de personnes depuis des mois et des mois qui ne sont pas encore tranchées, parce qu'on sait bien que l'alliance a du mal à se faire au sommet, en tout cas pour la direction du parti, entre Ségolène Royal et Martine Aubry, et il semble qu'on aille vers des jours encore très agités, peut-être en fin de semaine. Donc cette difficulté à élaborer une ligne fait qu'un certain nombre de membres du Parti socialiste sont envolés vers d'autres horizons. C'est peut-être pas inutile d'avoir un Mélenchon qui crée son parti entre le nouveau parti de Besancenot et le PS. Ça va quand même couvrir l'aile gauche du parti, puisque on vient de l'entendre aussi. Monsieur Mélenchon a dit qu'il créait un parti pour gouverner. Ça va nous être confirmé, alors qu'on sait que la future ex-LCR, elle, ne veut pas gouverner. À droite, je pense qu'il y a eu toujours, traditionnellement à droite, un parti qui revendique les valeurs républicaines. Rappelez-vous de l'échappée de Charles Pasqua, à un moment donné, du RPR. Eh bien, on le retrouve avec Dupont-Aignan. Il y a eu De Villiers aussi, parti anti-européen. Et il faut jamais oublier que nous sommes dans la perspective d'une élection européenne à la proportionnelle, certes différente puisque c'est par grande région, et qui est très favorable à l'éclosion des petits partis. Ça les pousse, ça les booste. On l'a vu dans le passé, et ça affaiblit les grands partis, donc ils en profitent. Il vaut mieux y aller en ordre dispersé, ça rapporte plus. Est-ce que ça, Chantal Brunel, c'est grâce ou à cause, je sais pas, de Nicolas Sarkozy? Non, moi je veux dire, Nicolas Dupont-Aignan est peut-être un parti, mais en tout cas il siège au groupe à l'Assemblée nationale. Et je m'étais pas encore aperçu qu'il avait fait un grand parti. Je crois que l'UMP se porte bien. Il se présente aux européennes. Oui, mais attendez, on est loin des européennes, cher monsieur. On a le temps. Il va falloir faire des listes, etc. Il va falloir. Ça va vite arriver, hein, méfiez-vous. Oui, mais on est loin. C'est entre ce qu'on dit. Moi, je trouve que l'UMP est un parti qui fonctionne bien.
On a quand même 290 000 adhérents. On a renouvelé nos instances et ça s'est passé d'une façon très démocratique. Les gens ont été très intéressés, ont voté, à la différence du Parti socialiste. Et on est un parti où l'on débat et où l'on discute et où il y a effectivement une vie intéressante avec des sensibilités différentes. Alors, la gauche moderne qui vient d'être créée par Jean-Marie Bockel, je crois que c'est... Il y a beaucoup d'UMP dans la salle, hein, quand même. Oui. Quand même. Non, mais je veux dire, Jean-Marie Bockel a raison. Il y a des hommes et des femmes de gauche qui ont des sensibilités de gauche, qui s'intéressent à ce que fait le gouvernement et la majorité présidentielle, et c'est bien qu'ils trouvent une structure de dialogue, de débat, et qui trouve un responsable qui peut dire c'est plus facile de dialoguer avec un responsable. Moi, je voudrais faire remarquer que les ministres de gauche ont apporté beaucoup au gouvernement. Le RSA, c'est Martin Hirsch qui l'a fait. C'est grâce à Martin Hirsch qu'on a le RSA. Pour autant adhérer à l'UMP. Non, ils n'ont absolument pas adhéré à l'UMP, mais ils dialoguent avec nous, ils viennent dans les réunions, ils dialoguent, ils apportent leurs idées. Il y a eu des débats. À l'UMP, on a reçu dans des réunions tous les ministres de gauche. Jean-Marie Bockel est venu discuter de ces projets. Martin Hirsch est venu plaider le RSA au sein de l'UMP. Je veux dire, Fadela Amara est venu. Tous les ministres sont venus et ils ont apporté beaucoup de choses à l'UMP. Et donc, chose que fait Jean-Marie Bockel, qui est quelqu'un d'ailleurs de très compétent, eh bien, il va effectivement, il peut prendre un peu les déçus du Parti socialiste. Puis il y a aussi pas directement à l'UMP, en fait. Et puis il y a aussi les déçus du MoDem, parce que Bayrou, c'est quand même un parti où il est un peu seul. Et c'est marrant, il fait quand même le grand écart entre Jean-François Kahn et du MoDem, il passe Perlevade. pas par la case Nouveau Centre avant d'aller dans la case Nouvelle Gauche ou UMP. On ne sait pas, il y a une offre multiple, ça me paraît tout à fait le grand intéressant. écart chez Bayrou, alors que vous essayez de le pratiquer à l'UMP. En tout cas, c'est ce que vous venez de nous décrire. Il y a des idées complètement contraires au sein des personnalités du MoDem, dire qu'ils sont en principe pas des élus généralement, entre le Page, Perlevade. Oui, Perlevade va être au Parlement européen. Moi, j'ai fait un débat avec lui. Je me souviens qu'il a écrit un bouquin où il nous explique qu'il faut augmenter les impôts, augmenter les cotisations retraite. Lisez le bouquin de Perlevade. Donc, le MoDem, c'est quand même un parti qui critique avec un homme seul. Et qui fait grand écart. Donc je pense que la gauche moderne peut effectivement rassembler et attirer des gens qui ont envie de débattre, qui ont envie de participer. Alors Jérôme Fourquet, qu'est-ce que ça traduit à votre avis politiquement, une abondance de partis à laquelle on n'était pas habitué évidemment? Effectivement, comme on l'a rappelé à l'instant, on est dans la période qui précède les européennes. Et les européennes ont toujours été propices à l'éclosion des champignons, comme ça a été rappelé. Donc en 84, le Front National, 89, les Verts, les Chasseurs. Donc là aussi, c'est une élection à la proportionnelle, avec une dimension un petit peu exutoire ou défouloir. On peut se faire plaisir. Voilà, également. Donc il y a ce contexte des élections européennes. Et puis il y a aussi, avec la mise en place du quinquennat, l'inversion du calendrier électoral, des grosses machines électorales dont le poids a été renforcé, l'UMP, le PS, et des sensibilités qui ne se retrouvent pas dans ces partis un petit peu attrape-tout, comme on dit en sociologie électorale, d'où l'émergence de nouvelles sensibilités également. Et si on parle aussi de sensibilités qui émergent, on a également des courants de pensée qui sont pas au mieux de leur forme. On en parlera peut-être tout à l'heure, le Parti communiste a fait 1,9%. Quand on regarde les votes au Congrès, on peut calculer le nombre d'adhérents. Le Parti communiste, on a vu que Robert Rue était plus d'accord non plus, il a même du mal. Donc il y a le Parti communiste. Au Front garder ses ouailles, on va dire. On a eu des bisbilles au PS, mais il s'en passe aussi de belles au Front National aujourd'hui. Donc le Front National n'est pas non plus au mieux de sa forme. Donc nouvelle formation, mais également des formations plus anciennes qui aujourd'hui sont un peu en peine. Alors, François Delapierre, je rappelle que vous êtes responsable national du parti de gauche. On a vu un grand reportage tout à l'heure, le parti créé par Jean-Luc Mélenchon. On avait cru comprendre que vous cherchiez une alliance, vous étiez proche, ou que Jean-Luc Mélenchon était proche d'Olivier Besancenot. Or, tout à l'heure, on a vu un extrait du meeting dans lequel il dit c'est un parti pour gouverner. Alors là, franchement, expliquez-nous où est-ce que va être l'alliance possible avec Besancenot qui, lui, ne veut pas gouverner. L'objectif du parti de gauche est de former une nouvelle majorité à gauche pour gouverner dans ce pays. Bon.
Et nous ne pensons pas que ce soit possible sur l'orientation qui domine aujourd'hui au sein du Parti socialiste. Bon, nous pensons que cette orientation qu'on voit se mettre en place dans d'autres pays européens conduit à un résultat qui est la défaite de la gauche. On l'a vu en Allemagne. On l'a vu en Italie, conduit parfois à gouverner avec la droite, conduit un certain nombre de socialistes à participer au gouvernement avec Monsieur Fillon aujourd'hui. Bon, et que donc si nous voulons une nouvelle majorité de gauche, il faut que ce soit sur une nouvelle orientation. Et nous avons l'an prochain des élections européennes qui permettent à cette nouvelle orientation d'être majoritaire dans les urnes. Ce que nous disons à Olivier Besancenot, ce que nous disons, c'est que si Olivier Besancenot, le Parti communiste français qui en est d'ores et déjà d'accord, et qui a engagé avec le parti de gauche la construction d'un front aux élections européennes. Ça veut dire que vous allez faire des listes communes? Si nous nous retrouvons ensemble, nous disons que nous pouvons être en tête des listes de gauche. 5, ça fait 6. Écoutez, c'est ce que il faut faire encore. C'est ce que disaient certaines personnes au moment du débat sur la Constitution européenne. On a bien vu que dans le débat qui a eu lieu, dès lors qu'il y a eu un débat public. Pas simplement la fidélité à tel ou tel parti, mais dès lors que les citoyens ont pu se prononcer en connaissance de cause, avec des arguments, avec de la confrontation, avec un échange, il s'est constitué une majorité qui est une majorité. Vous pronostiquez la disparition du Parti socialiste. Nous ne disons pas cela. Nous disons que nous pouvons, avec une liste de rassemblement de toutes les forces de gauche qui ont combattu le projet de constitution européenne qui est dans cette élection, puisqu'on le retrouve sous la forme du traité de Lisbonne dans le débat de l'élection européenne qui vient, nous pouvons être en tête de la gauche. Oui, ça nous semble convaincus. Vous pouvez dire, d'un côté, on ne peut pas garder rester avec le Parti socialiste parce qu'il va gouverner avec la droite, une partie de la droite, il s'oriente vers une social-démocratie, et en même temps dire, voilà, avec le Parti socialiste et les autres, on arrive à être majoritaire. Vous êtes avec eux ou vous n'êtes pas avec eux? Mais ce n'est pas ça que je vous ai dit. Je dis avec le Parti communiste, avec le NPA, avec tous les partis qui ont combattu le projet de constitution européenne, nous pouvons être majoritaires à gauche dans cette élection. C'est notre objectif, majoritaire à gauche dans cette élection. C'est notre objectif. Je n'en sais rien. Ce n'est pas, en tout cas, ce qu'ils disent pour le moment. Mais comment dire, nous sommes dans une situation différente. Nous ne sommes pas des commentateurs, nous ne sommes pas des analystes de la situation politique. Nous ne disons pas il y a une opportunité, nous avons une part de marché, il y a une fenêtre, un créneau à saisir. Nous avons des convictions politiques. Nous ne les croyons pas représentées aujourd'hui par le Parti socialiste suite au vote qu'ont fait ses militants. Il y a eu un congrès du Parti socialiste récemment. La majorité des militants socialistes ont choisi une orientation. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette orientation. Et donc nous constituons un parti, non pas pour en rajouter et compléter votre liste, mais parce que nous voulons faire cette proposition au peuple français. Nous voulons que les électeurs puissent trancher et voter. Ils nous donneront tort, ils nous donneront raison. Nous ne savons pas, nous n'avons aucune certitude de garantie. Je reviens sur une analyse générale. Est-ce que, à votre avis, tout ce qu'on observe là, et notamment à gauche, la multiplication de partis, tout part du Parti socialiste, en fait, de ce qui se passe au Parti socialiste. Comme là, cette semaine, vous l'avez dit, mais c'est vrai que c'est ce qu'on entend. Ça va pas être simple cette semaine, vraisemblablement, à l'intérieur du Parti socialiste. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Il peut se passer quoi derrière? Moi, je ne crois pas à une explosion du Parti communiste, du Parti socialiste, mais je pense qu'il va y avoir d'extraordinaires tensions et une forme d'opposition à l'intérieur du Parti socialiste. Il faut voir que, malgré les apparences, Martine Aubry est une première secrétaire faible. Elle n'est que le fruit d'une coalition. Elle s'est déterminée d'ailleurs à 2 minutes de la clôture des candidatures pour le poste de premier secrétaire. Elle a derrière elle des forces à peu près équivalentes. Benoît Hamon, dont peut-être vous êtes assez proche d'ailleurs, elle a Bertrand Delanoë, elle a ses propres troupes à elle, elle a Laurent Fabius, et elle a, via Jean-Christophe Cambadélis, les représentants de Dominique Strauss-Kahn. Donc si vous voulez, tout ça ne lui donne que le pouvoir d'élaborer des compromis pas nécessairement très solide. Et il est évident que ces différentes forces veulent leur part du gâteau, parce qu'après tout, ce sont eux qui l'ont porté à la direction du parti et qui n'ont pas l'intention de laisser le moindre espace à Ségolène Royal. C'est ce qui va créer les tensions que vous évoquez, sans doute dans le courant de la semaine, parce que je ne vois pas très bien comment on pourrait accorder
50% au fond de la direction du parti à Ségolène Royal, puisque elle dit que non seulement elle a fait 50%, mais qu'elle a gagné l'élection. Donc elle a une revendication extrêmement forte qui ne peut pas être satisfaite. Donc on va avoir un parti socialiste qui va se transformer de nouveau en chaudron bouillonnant. Alors naturellement, ça peut faire vos affaires. Si je peux me permettre, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe pas simplement dans notre pays. On peut pas le voir simplement dans les frontières hexagonales. Partout en Europe et dans le monde, de nouvelles forces politiques apparaissent. Les forces politiques de gauche traditionnelles traversent des crises d'identité. Bon. Ça prend mais des le formes modèle différentes. allemand que vous avez choisi n'est pas un vrai succès. Il existe un modèle en Allemagne, il existe un modèle en Italie. Vous avez un nouveau parti italien pas un succès en Italie, qui est le non Parti plus. démocrate, qui ne se dit pas un parti socialiste. Vous avez, je crois qu'on est dans un de ces moments dans lequel, en tout cas pour ce qui est de la gauche, on assiste à une réinvention sous beaucoup de latitude. Jérôme et ensuite Chantal Brunel. On a parlé des tensions qui vont pas manquer d'apparaître au sein du PS dans l'appareil, mais parlons aussi des électeurs. On rappelait tout à l'heure le référendum sur la Constitution européenne. On a aujourd'hui un gouvernement qui mène une politique qui suscite une exaspération assez forte dans certaines parties de l'électorat de gauche et qui est en demande d'opposition. Donc ça a été incarné, c'est encore incarné partiellement par Olivier Besancenot. Mais on a vu au moment du référendum que cela pouvait prendre d'autres formes. Et donc il n'est pas exclu que les compromis qui devront être passés, non seulement en termes de lignes, mais aussi en termes de postes, puisqu'on a rappelé tout à l'heure que les européennes, on allait élire les gens par grande région. Le PS a fait 30% quasiment en 2004, donc on a beaucoup de sortants. Il faut recaser les sortants, pratiquer la parité, récompenser les nouveaux ralliés et les différentes baronnies. Et donc tout ça, ça se passera aussi en termes de compromis idéologiques. Et on peut penser, on aura une indication sur la conflictualité et la combativité qui existe aujourd'hui dans la société avec les résultats des élections prud'homales qui se déroulent mercredi. On peut penser qu'à gauche, une partie de l'électorat peut se tourner soit vers une nouvelle offre, soit vers une offre déjà existante, celle de Besancenot, en trouvant que, décidément, la gauche est trop social-libérale. Chantal Brunel. Moi, je pense que la gauche et les Verts vont avoir un gros problème pour les prochaines élections européennes, parce qu'il y a vraiment des fractures au sein de ces deux partis, entre les pro-européens, les anti-européens. Au Parti socialiste, ça va être intéressant de voir ce que va faire Laurent Fabius face à une Martine Aubry, côté d'une Martine Aubry qui est quand même très pro-européenne, alors que c'est vrai que chez nous, à l'UMP, bon, à part Nicolas Dupont-Aignan, qui entre nous est quand même très seul chez nous, où il y a vraiment unanimité sur le traité de Lisbonne et une adhésion très forte à ce qu'a fait le président de la République en tant que président de l'Union européenne. Est-ce qu'on est en train, mine de rien, de quitter la bipolarisation, c'est-à-dire d'entrer quasiment dans une espèce de sixième République? Personne ne veut prononcer le nom. Est-ce que ce ne sont pas des nouveaux partis d'opportunité? Parce que moi, je pense quand même qu'on a deux grands partis, le Parti socialiste qui peut s'appeler autrement. Nous, l'UMP, on est un nouveau parti. On s'est créé en 2002. Moi-même, je viens de l'UDF. Nous avons, je veux dire, avant, je faisais pas partie du RPR, et on est un grand parti avec des débats, avec des sensibilités différentes. D'ailleurs, nos sensibilités aujourd'hui, elles sont pas tellement en fonction de nos familles d'origine, elles sont souvent en fonction des territoires où nous sommes, notre vécu, notre expérience. Et c'est un parti qui sait créer le débat, aussi bien à l'Assemblée nationale, où je dois dire que les débats sont intéressants, vifs, et qui arrivent toujours à une synthèse. Parfois. Non, c'est pas de la fronde. Oui, mais attendez, on est 312 ou 312 députés. Donc il est normal qu'il y ait des points de vue différents, il y a des personnalités qui ont réfléchi. Vous allez me parler du travail du dimanche. Bon, il y a... Oui, ça c'est le dernier en date, mais il y en a eu d'autres avant. Hein. Ouais, attendez, moi je voudrais faire remarquer que à chaque fois qu'il y a eu des choses importantes, on a discuté et ensuite tout le monde a voté le soutien au gouvernement. Il n'y a pas eu de problème. Ça prouve que vous êtes un parti quand même, mine de rien, discipliné. On est un parti qui a le sens de la solidarité et qui a le sens... on est un parti qui avons un chef, si je puis dire, qui est incontesté et qui, effectivement, pour lequel, moi, j'ai tout à fait une admiration et un enthousiasme pour ce que fait le président de la République. Je peux vous dire, moi qui suis député et qui vois beaucoup de monde, il y a dans l'opinion publique une adhésion
à ce que fait le président de la République. Alors, dans l'opinion publique, il n'y a pas toujours la compréhension de d'où vient la crise, quels sont les remèdes et comment on va en sortir. Et là, il faut qu'on explique davantage la crise, les remèdes, le pourquoi. Les gens sont un peu perdus, mais en tout cas, les gens reconnaissent qu'on a un président de la République qui veut agir et qui se bat pour aider les Français. Alors, l'opinion peut aussi changer, mais aujourd'hui, sur le terrain, moi, je n'entends pas des gens qui me disent « Ah, si on avait Ségolène Royal, ça se passerait beaucoup mieux ». Il y a vraiment une adhésion à l'action du président de la République en tant que face à cette crise. Denis, sur la bipolarisation qui s'étiole, est-ce que ça, nos institutions s'en dépêteraient, arriveraient à s'adapter? La grande leçon quand même de l'élection présidentielle à chaque fois, c'est que quand on n'a pas un parti fort derrière soi, on n'y arrive pas. Est-ce que là, justement, le fait que ça se morcelle crée de futurs candidats potentiels au poste de président de la République? On a déjà eu ces périodes de morcellement et il faut toujours revenir aux systèmes électoraux. Ce sont ceux qui déterminent la structuration de la vie politique. Nous sommes, pour les grands rendez-vous nationaux, dans le scrutin majoritaire à deux tours, qui fabrique de la bipolarisation de manière inéluctable. Donc nous reviendrons, quand nous reviendrons à des scrutins nationaux qui ne sont pas à la proportionnelle comme le prochain rendez-vous européen, qui lui favorise en effet l'éclatement. Et je pense que cette perspective européenne est déterminante dans ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, nous reviendrons à deux grands partis d'alternance. Moi, je suis d'accord. On a vu les limites du phénomène de François Bayrou à la présidentielle. C'est-à-dire qu'il a manqué quelques points pour aller dépasser Ségolène Royal. Et on peut penser que c'est le manque d'élus et de structuration au niveau local, parce qu'un certain nombre avaient rejoint l'UMP. Et puis, effectivement, le système à deux tours est un système assez drastique pour les petits partis, mais y compris pour ce qui est des élections européennes. On va regarder, par exemple, ce qui va se passer du côté du Nouveau Centre ou de Gauche Moderne de M. Bockel. Vous les avez listés tout à l'heure comme étant des nouvelles formations politiques. Je suis pas sûr qu'ils aillent jusqu'au bout de la logique de l'autonomie pure et parfaite. Donc, y compris dans un scrutin européen qui laisse ses chances. Ce sont des partis de circonstances. Alors, soit de circonstances ou des partis qui répondent à une attente, à une sensibilité. Voilà. Il y a des gens de gauche aujourd'hui qui s'intéressent à ce que fait le gouvernement et qui n'ont pas du tout envie de venir à l'UMP. Il y a vraiment une réelle attente. Jean-Marie Bockel est un homme qui vient complètement de gauche, il y en a d'autres, et effectivement, il faut se retrouver, dialoguer. Pour les élections européennes, moi, je partage, c'est quand même pas facile de présenter des listes partout, dans toute la France. Ça représente, ça représente sur le terrain, les élections européennes, il faut les faire. Ça représente d'abord beaucoup de travail, beaucoup de militants, beaucoup de personnes qui aident. Donc des moyens. Donc des moyens. C'est pas, oui, quoi que l'État ensuite rembourse, mais oui, si on fait un score. Encore faut-il le faire. Donc je partage moyennement cette analyse, si vous me permettez, sur le fait que cet émiettement est fait pour les Européennes. Les Européennes, c'est pas si simple que ça. Oui, ça peut entraîner. C'est moins simple qu'avant. François Delapierre, je reprends, excusez-moi, Jean-Luc Mélenchon disant tout à l'heure, c'est l'image qui nous a frappé, disant qu'il crée ce parti pour gouverner. Et on sait très bien que si un jour, je vous le souhaite, vous veniez au pouvoir, c'est forcément avec les socialistes. Tout seul, vous n'y arriverez pas. Alors, dans ce cas-là, pourquoi ce choix? On sent quelqu'un comme Benoît Hamon, par exemple, on le juge, on a le sentiment qu'il est plus proche de Jean-Luc Mélenchon que le Parti communiste, par exemple. Pourquoi avoir fait ce choix? De la part de Benoît Hamon? Oui, non, c'est à lui qu'il faut poser la question. Nous avons pris au sérieux le vote des adhérents socialistes. Et le vote des adhérents socialistes a mis une option en tête. Je crois que ce qui est quand même important, c'est que on discute du système des partis, mais il faut que les partis politiques expriment les options politiques qui sont présentes dans la population, qui s'offrent, les différentes voies qu'on peut prendre. Parce que s'il joue pas ce rôle, si vous avez simplement un système de partis qui donne l'impression qu'il est stable, il y a deux partis, c'est simple, il n'y a pas un choix trop étendu, et que la majorité de la population ne trouve pas à être représentée, on est dans un système politique en crise. C'est quand même un peu la situation actuellement. Quand vous avez, aux dernières élections régionales, 22 régions sur 23 qui passent à gauche, ne disons pas que ça exprime la réalité politique de ce pays. Ça exprime le seul moyen à un moment donné d'exprimer son désaccord avec la politique du gouvernement de l'époque. Donc, je pense que le rôle des partis politiques,
c'est véritablement de présenter des options différentes. Et en termes européens, comme sur beaucoup d'autres questions, nous ne nous reconnaissons pas dans l'option qui est l'option proposée par la majorité du Parti socialiste, et nous voulons faire une autre proposition aux Français. C'est j'allais dire, le point de départ de notre raisonnement. 15 secondes, Jérôme, pour conclure. Juste rebondir sur ce qui venait de dire là, sur le réflexe de vote balancier. On a vu l'élection partielle en Gironde cette semaine où le PS a emporté le siège, en dépit d'une semaine qui n'avait pas été des plus favorables en termes d'image. Et donc il y a quand même encore cette logique de sanction, même si une partie de l'électorat de gauche, je pense, ne se retrouve pas dans l'offre. Mais c'est vrai que le candidat du Parti socialiste l'avait joué particulièrement fine, parce qu'il n'avait soutenu personne pendant le congrès du PS. Très bien, je vous remercie beaucoup. On va parler du droit au logement opposable maintenant, non sans vous avoir dit, puisque ça vient de tomber, Lance Armstrong annonce sa participation au Tour de France 2009, ce qui est une excellente nouvelle pour tous ceux qui aiment le sport, qui respirent la santé, là, comme ça. Merci bien. Merci bien. Dépôt aujourd'hui des premiers recours pour le droit opposable au logement. La loi Dallot du 5 mars 2007 est désormais sur des rails en dépit de nombreuses difficultés d'application. Alors, avancée majeure pour le droit à se loger ou fausse bonne idée? Réponse dans Bouge la France avec deux spécialistes du logement. Philippe Dallier, il est sénateur apparenté UMP de Seine-Saint-Denis, et Thierry Repentin, il est lui sénateur socialiste de Savoie. En leur compagnie, Sabine Cordès, notre spécialiste des affaires juridiques. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Je vais commencer avec Sabine Cordès pour essayer de mettre un cadre juridique à cela. Toute personne française n'étant pas en mesure d'accéder par ses propres moyens à un logement décent peut faire valoir à partir donc aujourd'hui ce droit au logement opposable et le déposer devant les tribunaux administratifs. Ça concernerait, mais on va revenir dessus, 600 000 ménages. Encore que les chiffres, eh bien, il y a de quoi en discuter. Est-ce que c'est une révolution, Sabine, ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui existait déjà depuis un petit moment? Alors, ce qu'il y a de révolutionnaire, c'est qu'aujourd'hui, on peut saisir le tribunal administratif d'une sanction si on ne se voit pas attribuer à certaines conditions un logement. Mais ce qu'il n'y a pas de révolutionnaire dans cette loi, c'est que le droit au logement est un droit qui est constitutionnel, qui est consacré par le préambule de la Constitution de 46 et qui est un droit, je le rappelle, qui existe depuis 1845. C'est-à-dire que la Constitution française prévoit que la nation doit pourvoir à ses citoyens un logement décent. Alors ensuite, les lois Quillot, les lois différentes Besson, la loi de 89 sur la rénovation de l'habitat, la loi SRU du 1000 sont venus apporter à chacune leur petite touche pour finalement aboutir à cette première tentative de Christine Boutin qui a d'abord fait cette fameuse loi au logement opposable et ensuite qui a été laissée de côté, puis ensuite qui est repartie de nouveau et la loi de 2007 qui a été votée. Mais ce qu'il n'y a pas de révolutionnaire, c'est que le droit au logement est un principe constitutionnel qui a été rappelé d'ailleurs par le Conseil constitutionnel en ce qui concerne des gens du voyage en 1995 dans une décision qui à l'époque avait été largement commentée et qui est une décision qui rappelle et qui consacre le droit au logement comme principe constitutionnel. 2 secondes, je vois Thierry Repentin qui est moyennement... Non, simplement, effectivement, c'est un droit à valeur constitutionnelle. J'avais pour ma part tenté de l'insérer d'ailleurs dans la réforme de la Constitution par un amendement. Il y a quelques mois, et hélas, je n'avais pas été suivi. Ça lui aurait donné encore plus de portée juridique, car là, effectivement, on se réfère au préambule et on se réfère à plusieurs décisions du Conseil constitutionnel. C'est dommage que nous n'ayons pas saisi l'opportunité de la modification de la Constitution pour l'insérer à l'intérieur même. Pleinement à l'intérieur. Oui, mais le Conseil constitutionnel l'a rappelé, je le cite, dans sa décision du 19 janvier 95, il dit que le droit, la possibilité de disposer d'un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle. Or, quand on sait que le préambule de la Constitution de 46 fait partie intégrante de notre Constitution de 58, qui nous régit encore, il n'y a pas de raison que ce droit au logement ne soit pas un principe constitutionnel. Oui, alors hélas, simplement quand il y a confrontation, notamment pour des problèmes de droit de préemption, parce qu'on ne construit pas suffisamment, souvent s'oppose le droit à la propriété et le droit au logement. Et malheureusement, dans ce cadre-là, le droit à la propriété étant dans la Constitution, il a une valeur supérieure au droit au logement qui n'est que dans le préambule. C'était pour ça que j'avais souhaité l'insérer dans la Constitution pour lui donner un droit équivalent en quelque sorte. Si on avait réussi à l'insérer dans la Constitution, vous auriez voté pour le changement constitutionnel? Eh bien, peut-être. En tout cas, je l'avais en tout cas indiqué à des gens qui avaient des relations dans certains ministères. Jacques Lang l'a fait, ça a fait passer le traité. Pas lui seulement. Non. On va revenir vers Sabine juste. La gauche dit que ce
que c'est pas applicable actuellement parce que les gouvernements n'ont pas les moyens de tenir cet engagement? Écoutez, certes, il y a le grand principe dans la Constitution, mais les grands principes, c'est bien, ça reste les grands principes. Maintenant, il y a la mise en œuvre et la mise en pratique. Et cette loi Dallot, c'est d'abord une tentative de mise en pratique de ce droit au logement opposable. Donc, en ce sens, moi, je dis qu'effectivement, c'est révolutionnaire, avec tous les risques qu'il y a à côté. C'est-à-dire qu'effectivement, d'affirmer comme cela aux citoyens français qu'ils ont la possibilité, sous critères, effectivement, d'aller d'abord devant une commission de médiation, puis devant le juge, pour faire appliquer la décision prévue par la loi, ça c'est révolutionnaire. Et c'était un grand risque, parce que si effectivement on est dans l'incapacité, on va voir qu'en fonction des territoires, c'est très difficile, et à d'autres endroits ça se passe bien, et effectivement, l'État a pris un grand risque. Mais c'est quand même malgré tout une grande avancée. Malgré les difficultés, c'est une grande avancée. Alors expliquez-nous, au niveau, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, sur les chiffres. On prévoyait 600 000 demandes. À l'arrivée, fin 2008, il y en aura environ 60 000, donc 10%. Pourquoi il y a cette différence d'appréciation? Parce que personne, le chiffre de 600 000 ou 650 000 demandes a été lancé, j'allais dire, on ne sait trop par qui, peut-être par les associations, mais sur quelle base? Ça a été très difficile à dire. Je ne sais pas si aujourd'hui, d'ailleurs, quelqu'un pourrait nous refaire la genèse de l'aboutissement à ce chiffre. Donc 600 000, voilà, on est parti de cela. On sera à 60 000 à la fin de l'année, c'est faible. Et à mon avis, ça n'est pas le chiffre qu'il faut retenir. La première année, c'est une année de mise en route. Donc on voit bien qu'il faut faire passer l'information, que les publics concernés sont des publics en difficulté. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour effectivement informer les publics. Donc ça va monter en puissance, mais à mon avis, ça va monter à un rythme manifestement plus lent que ce qui avait été imaginé au départ. Oui, simplement, moi, comme rapporteur du budget logement, j'ai demandé l'estimation. Pas du budget, c'est moi sur le budget. Rapporteur pour avis, au titre de la Commission des affaires économiques. Pour les finances, c'est moi. J'ai demandé au ministère du Logement, effectivement, l'estimation des chiffres. Et en fait, donc l'étude a été faite au 1er décembre 2008. Donc aujourd'hui, elle est conjointe avec le ministère de l'Intérieur et en fait, le chiffre que l'on me donne, c'est 484 000 ménages potentiellement éligibles au Dallot et n'ont pas été comptabilisés les personnes qui ont déposé un dossier auprès d'un organisme de logement et dont le traitement est anormalement long puisque c'est une catégorie générique qui pourrait se rajouter. Alors du coup, on peut considérer qu'il y a de l'ordre de 500 000 ménages potentiellement éligibles à ce nouveau droit créé par la loi du 5 mars 2007. D'accord, ça change pas beaucoup parce que 600 000, 500 000, oui, à l'arrivée il y en a que 60 000. Oui, le problème c'est que sur le territoire, très franchement, quel type d'information bénéficient les ménages susceptibles d'être éligibles? Moi je suis parlementaire comme Philippe Daillet, à ma permanence je reçois des ménages en attente d'un logement. Et c'est moi qui leur apprends qu'ils sont éventuellement dans les 5 catégories. Oui, pourquoi? Non, mais en province, on en parle très peu. Les réseaux d'information sont assez peu développés. Et je suis même surpris que des travailleurs sociaux, très clairement les assistantes sociales, n'incitent pas à remplir ce dossier. Elle ne souhaite pas 63,6% des recours, c'est dans la région parisienne. Elles ne souhaitent pas elles-mêmes faire le choix entre les publics qui viennent les voir car ils sont en attente de logement. Donc il y a aussi un vrai déficit d'information. Et je ne vois pas l'État d'ailleurs faire beaucoup de publicité auprès des centres communaux d'action sociale. Qui nous amène la question suivante d'abord, Sabine. Comment s'y prend-on? Quelle est la procédure et combien de temps ça prend déjà pour, dès le moment où on pense être dans les personnes concernées, obtenir ce logement? Alors précisément, on faisait les calculs tout à l'heure, hors antenne. On faisait les calculs. Alors il faut être français ou résident sur le territoire national depuis un certain nombre de temps et avoir déposé une demande HLM. Ça c'est le préalable et ne pas pouvoir acheter ou acquérir ou se loger par soi-même. Ça, c'est la demande préalable. Avoir déposé une demande HLM, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on fait une demande de logement HLM, on vous délivre un numéro départemental qui est un numéro qui sera votre numéro de suivi. À partir de ce moment-là, vous pouvez saisir la commission de médiation, qui est une commission départementale, d'une demande de logement ou d'une demande d'hébergement. Parce que là, on parle beaucoup de la demande de logement, mais il y a aussi toutes les demandes d'hébergement qui sont encore plus des demandes qui concernent les personnes encore plus précaires, puisque les demandes d'hébergement, ça peut être dans un foyer social, ça peut être des mères isolées avec des enfants qui sont accueillis dans des foyers qu'on appelle mère-enfant, par exemple. Donc, on saisit la commission, on dépose un dossier. Une fois que le dossier est complet, la commission délivre un accusé de réception, et là, les délais commencent à courir. À compter de l'accusé de réception délivré par la commission a un délai de 6 mois pour les départements qui comptent moins d'1 million d'habitants.
de plus d'1 million d'habitants, pardon, et de 3 mois pour les départements qui comptent moins d'1 million d'habitants, c'est-à-dire les départements qui sont moins tendus au niveau du logement social, pour ce qui concerne les demandes de logement. Et pour ce qui concerne les demandes d'hébergement, la Commission a un délai de 6 semaines pour répondre. Une fois que la Commission a rendu son avis, elle doit rendre un avis motivé. La décision de la Commission peut être attaquée, et on a eu une décision de jurisprudence d'une décision de la Commission à Paris qui avait été attaquée devant le juge des référés du tribunal administratif au motif que la demande n'était pas motivée comme il le fallait. Effectivement, le tribunal administratif a fait droit à leur requérante. Une fois que la décision est notifiée, le préfet a un délai de 6 mois pour accorder un logement ou un hébergement d'urgence, puisqu'on fait une demande de logement ou d'hébergement, je le rappelle. Alors, bon. Quand on compte les délais, ça fait 6 mois plus 6 mois, maximum 1 an. C'est pas un peu dissuasif, ça, Philippe Dallier, parce que c'est... Pourquoi dissuasif? À partir de là, on peut saisir le tribunal administratif. Mettez-vous à la place des personnes quand on sait déjà qu'il y en a au moins pour 1 an, minimum. Mais attendez, puisqu'on saisit ensuite le tribunal administratif. Il faut voir un peu la situation dans laquelle on est globalement dans ce pays. Qu'est-ce que c'est qu'une demande anormalement longue? Le délai moyen pour obtenir un logement HLM dans les zones tendues, par exemple en Seine-Saint-Denis, c'est entre 2 et 3 ans si on cherche un 2 pièces ou un 3 pièces. Si on cherche un appartement plus gros, plus gros, ça peut atteindre 6 ans, 7 ans le délai d'attente. Donc des gens qui remplissent les critères, à qui l'on dit vous pouvez saisir cette commission, et effectivement au total le préfet a 1 an pour vous trouver une solution, c'est toujours mieux que j'allais dire la file d'attente classique. Mais pour ça il faut effectivement que la notion d'urgence soit là, parce que c'est bien ce qu'a dit la loi. Il ne faut pas que le droit opposable au logement ça devienne un coupe-fil pour sortir des schémas classiques. Cette loi, elle est faite pour traiter les cas d'urgence, donc les gens qui sont dépourvus de logement, les gens qui sont hébergés, les gens qui sont dans des logements insalubres, les gens qui sont effectivement dans des situations particulièrement délicates, notamment quand il y a des enfants, des personnes handicapées. Donc voilà jusqu'en 2012 ceux qui sont visés. Et là, effectivement, normalement, c'est 1 an maximum. Voilà. Et donc c'est bien plus favorable que, j'allais dire, la moyenne qui se situe plutôt entre 3 et 6 ans. Non, c'est 1 an maximum pour saisir le juge, ce qui ne veut pas dire que le ménage forcément le cas général sera logé au bout d'1 an. Parce que ensuite le juge est traîné devant le tribunal administratif. Admettons que ça se fasse par le biais du référé. On peut considérer qu'il faut 2 ou 3 mois de plus. Donc il y a une décision qui condamne le préfet s'il n'a pas relogé le ménage reconnu comme prioritaire. Et alors, pourquoi ça il paye. Il est condamné à payer. Il paye à un fonds public. Mais pour autant, la famille qui était en attente du logement, qui a été reconnue par le tribunal administratif comme devant être logée, ne sera pas logée. Et la pénalité financière ne va pas à la personne qui a fait le référé. C'est normal. Elle va pour construire des logements sociaux à un fonds d'aménagement. Va se verser une pénalité. Est-ce qu'on ne prend pas le problème à l'envers, puisqu'on en revient toujours à la même chose, c'est la construction de logements sociaux. Bien sûr. Tout à fait. On a mis la charrue, je m'excuse, avant les bœufs. Vous me permettez cette expression. On peut pas dire ça. C'est quand même paradoxal que ça soit la gauche qui nous dise ça. Écoutez, on a voté cette loi. C'est vrai qu'elle suscitait des craintes, mais on a voté cette loi. Elle nous oblige, cette loi. Elle oblige l'État dans son ensemble. C'est pas seulement, vous avez un problème droite-gauche de politique politicienne. Elle oblige toute la société. Alors c'est vrai que ça va être difficile, mais il y a des gens qui, dans le délai de 6 mois, ont obtenu un logement. Ceux-là, vous pouvez les interviewer. Je pense que la loi Dallot, ils vous en diront du bien. Maintenant, on sait qu'on ne sera pas en capacité aujourd'hui de répondre à toutes les demandes. Mais c'est bien parce qu'il y a cette incitation forte qu'il faut que tous les acteurs se mobilisent, l'État, les collectivités locales, les bailleurs sociaux, il faut que tout le monde s'y mette. L'année prochaine, on a de quoi financer 120 000 logements sociaux. 120 000. Il y en avait eu 100 000 de financés cette année, à peu près 100 000. La cohésion sociale prévoyait 140 000 l'an prochain. Il y aura la possibilité d'en financer 120 000 l'an prochain. La difficulté, c'est de trouver le foncier et de les construire. Mais l'État, globalement, fait un effort considérable. Maintenant, on sait bien que régler ce problème, ça prend des années, ça ne se fait pas en un coup de baguette magique. Dernière question, en 45 secondes, Sabine. Si on est une famille, entre guillemets, nécessiteuse et que l'État n'arrive pas à nous trouver un logement, quels sont les recours? Les recours, c'est de saisir le tribunal administratif pour un peu pousser l'État à trouver un logement. Étant ici précisé que, comme ce que vous ont dit nos invités, Pierre, l'État ne sera condamné qu'à verser une astreinte financière à un fonds qui est le fonds d'aménagement urbain. Il ne sera pas condamné à verser la finance, voilà, qui a comme but de financer les logements sociaux. Mais ça n'a pas comme but de reloger les familles. En revanche, une famille qui bénéficiera de cette décision, je pense que si elle va voir le préfet avec la décision de condamnation de l'État, je pense que là,
le préfet ou en tout cas l'organisme HLM de son département activera un peu le relogement de la famille. Juste, Île-de-France, c'est 20% de la population, je disais c'est près de 64% des demandes. Est-ce qu'il serait pas temps de lancer, je sais pas, un plan d'urgence spécifique à l'Île-de-France? Vous disiez qu'effectivement c'est là que se posait le plus de problèmes. Dans la loi Boutin, on a adopté un certain nombre d'amendements qui visent spécifiquement la région Île-de-France, notamment dans le cadre de la loi Dallot, et j'ai fait passer quelques amendements pour que nous ayons une vision régionale de l'organisation du Dallot. Et c'est vrai qu'en termes de moyens, mais en Île-de-France, on sait que ce sont les terrains qui manquent pour beaucoup, et il faut que l'État se bouge pour libérer le foncier dont la SNCF dispose, dont beaucoup d'administrations publiques disposent. Ces terrains-là, il faut les mettre sur le marché pour que les bailleurs puissent construire. Merci beaucoup à tous les trois. On va parler maintenant de ce bateau, de ce voilier que vous connaissez, l'Hydroptère. C'est absolument magnifique. Le temps de vous dire que Sedan a battu Lens 3-1 à Lens en deuxième division. Voilà, on enchaîne. C'est depuis ce soir le voilier le plus rapide du monde, 46,88 nœuds, un exploit réalisé sur 500 mètres par Alain Thébault et son équipe. L'Hydroptère, navire fabuleux, trimaran, futuriste, l'avion bateau de tous les exploits. Au soir de ce record planétaire, son créateur et pilote Alain Thébault, et ce soir l'invité de Bouge la France, avec lui l'ingénieur Jean Abriba. C'est l'Hydroptère ce soir qui fait bouger la France. Bonsoir messieurs. Bonsoir. C'est vrai que on s'en remet pas tellement il est beau. Je sais pas, on appelle ça un voilier finalement, on dirait un oiseau en fait. Oui, c'est un oiseau de carbone de 24 mètres d'envergure et c'est vrai qu'on est plus proche des sensations du tapis volant, du planeur que d'un bateau classique. Qu'est-ce qu'on entend quand on est dessus? Un planeur. Moi je fais de l'avion et quand on est dans le bateau, au moment où on décolle, on n'entend plus le clapot sur la coque et c'est l'air, le bruit de l'air. D'accord, on est en train de voir des essais justement. Alors il y a eu un nouveau record. Absolument, on adore. Aujourd'hui, l'Hydroptère est devenu le voilier le plus rapide de la planète sur 500 mètres. Donc, parce que le problème c'était de tenir 500 mètres. Vous étiez arrivé à des vitesses incroyables, mais pas 500 mètres. Là, voilà. C'est fait. Là, on voulait déjà passer le mur du vent, c'est cette barre mythique des 50 nœuds à la voile. Donc, on l'a dépassé en pointe, en réalisant une pointe à près de 100 km/h à la voile. D'ailleurs, pour m'entraîner le matin, je me suis dit aujourd'hui, on va passer les 100 km/h. J'ai ouvert la fenêtre de la voiture et effectivement, 100 km/h, c'est quelque chose. 100 km/h au-dessus de l'eau en plus. À 5 mètres au-dessus de l'eau, donc on est... Bon, Jean me parlait tout à l'heure des accélérations, effectivement lui il est dans la coque. Oui. C'est un ingénieur d'essai qui travaillait avant chez Dassault Aviation, qui s'occupait des essais en vol du Mirage F1, donc dans la coque on a d'autres sensations. Absolument. Quel est le rapport justement entre les Mirage F1 et ce prototype-là? Au niveau des mesures, puisque moi je suis spécialisé dans les mesures, il n'y a pas de différence. J'ai adopté la même philosophie de mesure sur ce bateau que sur avion. Et les paramètres sont à peu près les mêmes. C'est la même catégorie de mesures, effort, température, mesure d'accélération, mesure de centrale inertie, etc. Donc c'est la même chose, c'est la même approche sur ce bateau que sur avion. Alors expliquez-nous, là on vient de le voir entre guillemets décoller, c'est vrai, quel est le moment où on quitte l'eau? Qu'est-ce qui favorise ça, où on quitte l'eau et on est en suspension en fait? Donc le bateau est équipé de 3 ailes qui permettent... qu'on voit là en dessous l'équipage. Des grands plans porteurs, des ailes de 6,50 m qui ont été construites grâce à l'aide de ADS dans l'usine Airbus de Nantes. Et ces ailes travaillent dans l'eau comme les ailes d'un avion dans l'air et soulèvent le bateau à partir d'une certaine vitesse. On peut les orienter, ces ailes? On peut les orienter, elles sont réglables en incidence. On peut aussi régler le dièdre. Mais disons que c'est vrai qu'on a aujourd'hui un engin qui est extrêmement fiable et qui est performant de fait, et c'est un objet de luxe technologique. Vous avez battu ce record ce matin, donc dans la journée. Il y a des conditions spéciales qui sont requises pour battre un record. Est-ce qu'il faut une mer d'huile? Enfin, en ce moment, c'est pas terrible. Il faut la mer la plus plate possible. Ouais. Donc, on s'est installé à Marseille, dans le vieux port de Marseille, grâce à l'aide de Marseille-Provence Métropole. On a un spot de vitesse juste à côté, devant Port-Saint-Loup-du-Rhône. Et quand on a du Mistral, donc un flux soutenu, on arrive à avoir une mer parfaitement plate, ce qui favorise les très hautes vitesses à la voile. Et vous êtes combien sur ce bateau? 7, 8, c'est variable de toute façon. On a beaucoup d'ingénieurs, moitié de marins, moitié ingénieurs. Donc c'est un projet qui est à la frontière de ces deux mondes. C'est un projet qui lie l'aérien et le maritime. Il y a 100 ans dans le ciel, on est passé des dirigeables aux aéronefs et sur l'eau, à la voile, il s'agit de cette même transition aujourd'hui. Tous les bateaux flottent et avec l'Hydroptère, on a accès à la 3e dimension, bien qu'elle soit un peu limitée.
Vous avez parlé des composites de ce bateau. Il y a du carbone, qu'est-ce qu'il y a encore? Du titane. Du titane. Titane. Et s'il n'y avait pas ça, ça ne marcherait pas ou moins bien? Si on remonte dans le temps, le premier hydrofoil qui avait été fait par Alain et avec Éric Tabarly, c'était le Port Ricard, et c'était des voilures, des foils en acier. En alu, pardon. Ouais. Et donc, ça a aidé, mais c'était pas suffisant, si vous voulez. C'était trop lourd. C'était trop lourd. Éric Tabarly avait un pied dans le futur. C'était un visionnaire. Il pensait que l'avenir appartiendrait à des bateaux qui volent, mais à l'époque, techniquement, ça n'était pas possible. Il a fallu attendre l'avènement des matériaux composites pour concilier extrême légèreté afin de décoller tôt et très grande solidité, car les efforts, on les voit se chiffrer en dizaines de tonnes. Vous êtes dans une Formule 1, là, franchement. Oui, voilà. Alors maintenant, on a des casques de snowboard, parce qu'effectivement, on commence, par moment, à 100 l'heure, on commence à se faire un petit peu peur. Et alors il faut être, j'imagine, arrimé, il faut avoir des sécurités partout, non? Non, en fait, il faut être relativement, il faut respirer par le ventre par moment. C'est un peu comme, je sais pas ce que fait le kilomètre lancé à Vars. Bon voilà, moi je vais faire un snowboard. À Vars, on peut monter effectivement à 150, 160. Ouais, nous on a un petit niveau. Oui. Mais disons que en termes d'accélération, c'est quelque longtemps, 500 mètres. Ça dure longtemps. C'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que le bateau décolle et à ce moment-là, les gens qui sont debout tombent sur le trampoline. Donc il faut vraiment s'accrocher. On est en pleine période des records, donc là il y a le Vendée Globe, il y a différents skippers qui essayent de parcourir le monde dans tous les sens pour essayer de battre des records, Jules Verne, etc. Ce bateau-là, il est fait pour ça? Est-ce qu'il est concevable qu'un jour il fera plus que 500 mètres et je dis pas voler le tour du monde entièrement, mais une grande partie? Si, mais effectivement, là, pour nous, c'est quelque chose de pas tout à fait naturel d'aller à 100 km/h. On fait une incursion dans le domaine des très hautes vitesses à la voile, mais avec Éric Tabarly, quand on a pensé à ce bateau, on voulait un bateau qui traverse l'Atlantique. Donc là, nous faisons cette incursion, puis nous reviendrons au large dès l'année prochaine, au départ de New York, pour tenter le record de distance sur 24 heures. C'est un bateau qui marche merveilleusement dans les vagues, mais pas à de pareille vitesse tout de même. Et alors, avec l'École Polytechnique Fédérale en Suisse, actuellement, nous développons un bateau laboratoire qui va nous servir de maquette pour faire un hydroptère capable de faire le tour du monde en 40 jours. C'est notre rêve ultime actuellement. Alors que dans quel sens? Parce qu'il y a différents sens. En suivant le parcours du Vendée Globe avec des vents portants. Et donc le record là est de? Là le record il est de 59 jours. Ouais. Et c'est vrai que 40 jours ça paraît accessible. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut, Jean Hariba, améliorer dessus pour que justement il puisse voler un peu plus longtemps? Disons qu'aujourd'hui, ce bateau est un prototype qui nous a permis de faire beaucoup d'études dessus. La preuve de l'évolution qu'a eu ce bateau depuis maintenant 20 ans. Mais c'est pas le bateau, justement, pour faire le tour du monde. C'est le premier pas pour faire le bateau qui fera le tour du monde. Donc aujourd'hui, je suis en train de regarder les images. Ce qui est hallucinant, c'est vous êtes obligé d'aller tout droit quand vous êtes à fond, parce qu'on peut pas empanner ou virer de bord. Un coup de barre, c'est un coup de frein. Donc on s'efforce d'aller tout droit. D'accord. Mais on peut jiber même en vol. C'est Yves Parrier qui m'avait dit tiens, est-ce qu'on tenterait, qui était venu à bord. Oui. Non, le bateau est tout à fait manœuvrant. Simplement pour aller vite, c'est comme en voiture. Quand on fait de gros écarts, on se freine et c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux, oui. C'est un petit peu dangereux. C'est chaud. Il paraît que dans l'histoire de ce bateau qui remonte quand même à quelques années, vous avez chaviré combien de fois? On n'a jamais chaviré. Non. En fait, on a connu 4... C'est fou, j'ai lu dans votre livre, vous avez chaviré 12 fois. Non, on n'a pas chaviré, on a gardé notre main, ça s'appelle des crashs. Ça s'appelle des crashs. Bon, le premier de mes 12 chavirages. C'était avec la maquette à l'échelle du tiers. Ah d'accord. J'avais réalisé une maquette de taille réduite avec Éric Tabarly. Tiens, la preuve. Et c'était pour tester le domaine de vol du bateau. Éric m'avait dit, vas-y, fais comme tu le sens, et je voulais voir à quel moment on chavire, parce que c'est vrai qu'avec l'hydroptère actuel, si on chavirait, on serait sûrement dans une situation un peu désagréable. C'est un bateau qui coûte combien, ça, Parce que j'ai vu que c'est un financement chaque année. C'est Thierry Lombard qui met 3 millions d'euros chaque année dessus. Alors, effectivement, donc c'est un projet qui a été initié par des industriels français, ADS et Alstom. Dassault nous a également un petit peu aidé. Et puis, dès qu'on a connu les premières difficultés, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pilote d'un rêve. Un banquier suisse, Thierry Lombard, a lu ce livre et a décidé de nous aider. Donc aujourd'hui, nous sommes financés par la fondation de la banque Lombard-Odier d'Ariège, qui est la plus ancienne banque privée de Genève. Mais je dirais qu'avant le financement, ce qui compte, c'est la passion et l'engagement. On a une quinzaine d'hommes, on a une dizaine de bénévoles, et c'est vrai que finalement, un bateau comme ça coûte la moitié du prix d'une équipe cycliste. Donc
C'est pas vraiment, en fait, les budgets, c'est surtout pour Marlène, mon bras droit, à terre, qui s'occupe de finances. Nous, on est plus dans la passion. Qu'est-ce que vous, Jean Abriba, un ingénieur spécialisé dans l'aviation, trouve comme renouveau à l'intérieur d'un bateau comme ça? Je retrouve les mêmes sensations que ça vous amuse plus que... Ah, ça, oui, c'est vraiment autre chose. C'est grisant. En fait, les sensations dans ce bateau, il n'y a que sur ce bateau on peut ressentir la même chose. Je pense qu'en auto, j'ai pas fait de Formule 1 comme ça va être d'autres sensations de rapidité, mais là, c'est un truc qui est vivant. C'est excessivement vivant, ce bateau. Oui. Et, ah oui. Vous me dites vous êtes 7 ou 8 parfois sur le bateau. Chacun fait quelque chose de différent? Oui, alors donc pour aller très très vite, on a généralement 1 ou 2 ingénieurs d'essai à l'intérieur. Donc il y a Damien, un jeune ingénieur, mon bras droit est au chariot de grand voile, Jean-Math. Ensuite il y a Jaco qui annonce les risées, Adrien au moulin à café. On se partage les tâches. Vous y êtes aussi. Alors maintenant, j'ai laissé la place à Damien parce que c'était un peu trop. Mais je dirais qu'à terme, des bateaux de ce type voleront quasiment seuls. On a quelques interventions parce qu'on va très très vite, mais pour filer 80 km/h, on a rien à faire. Hein. Donc c'est vraiment pour chercher, c'est comme en alpinisme, au-dessus de 8000, il faut faire un effort. Mais donc c'est un bateau qui est autostable et qui vole. On a un simulateur de vol développé par Philippe Perrier, le directeur du programme Rafale chez Dassault, et on s'aperçoit que pour nos enfants ou nos petits-enfants, navigueront sur des bateaux de ce type qui voleront quasiment seuls. D'accord. Justement, la commercialisation, vous prévoyez ça pour quand, à peu près? Alors, et sous quelle forme, quelle taille? On a beaucoup de marques d'intérêt des anglo-saxons. Là, on vient de dépasser les Australiens, qui, dès le précédent record. On a des marques d'intérêt aux États-Unis, un beau sujet sur CNN. Et paradoxalement, en France, on en parle assez peu. Donc, merci d'avoir la gentillesse de nous recevoir. C'est magnifique. Enfin, je veux dire, il y a même pas à discuter, quoi. Alors donc, la commercialisation, ce serait... Écoutez, la commercialisation, ce que l'on peut dire... Sous quelle forme ce serait? On est vraiment dans une phase de recherche aujourd'hui, donc on a du mal à cerner les applications. Airbus vient d'utiliser une de nos inventions, des systèmes de pion carbone. Comme sur tout projet de recherche, on a du mal à se projeter. Ce qui paraît clair, c'est que dans le ciel, il n'y a plus de dirigeables, il n'y a que des aéronefs, et sur l'eau, tout reste à faire. On est vraiment dans des gammes de vitesse faibles pour les bateaux qui flottent, il est temps de les extraire de l'eau. C'est concevable que dans 10 ans, on puisse louer ce bateau pour partir, pour voguer? 10 ans, peut-être pas. Ben si, sur un engin de plage pour filer 80 km/h, oui, je pense. Pour s'amuser. Oui, pour s'amuser, oui, je pense. Mais pas pour faire des grandes traversées. Ben non, grande traversée, c'est quand même un peu spécial. Hein. Alors à propos de grande traversée, est-ce que vous avez des projets dans ce domaine-là? Voilà, donc dès le printemps prochain, sous réserve qu'on trouve un financement, on sera au départ de New York pour traverser l'Atlantique et battre le record de distance sur 24 heures. Voilà, donc nous discutons avec des entreprises du CAC 40. C'est un objet de luxe technologique. Ça se passe comment? C'est quoi le principe? Vous partez de New York? C'est ça, nous partons de New York avec une bonne prévision météo et un flux de vent qui permettent de traverser, enfin au moins d'avoir de bonnes conditions sur 24 heures. Mais c'est quelque chose de relativement classique, ça se fait sur des... Et avec quel bateau vous allez faire ça? Avec ce bateau. Avec ce prototype-là? Avec ce prototype-là, absolument. D'accord, donc les 500 mètres, je rappelle encore que vous venez de battre aujourd'hui le record, il a été homologué cette fois, 46,88 nœuds, c'est ça? C'est ça, 46 avec des pointes à plus de 50. Donc aujourd'hui, on a maintenu 52 nœuds sur 100 mètres. Il reste à le maintenir sur 500 mètres pour améliorer encore ce record. Ou pendant 24 heures, comme ça. Le bateau est désormais fiable. Il est équipé d'amortisseurs. Et donc, on n'a plus de problème de structure. Je pense qu'à court terme, on sera assez souvent au-delà de 100 km/h. Vous suivez le Vendée Globe un petit peu? Oui, j'ai mes camarades Le Cab et Desjoyaux. Alors ils sont combien là? Parce que ça change toutes les minutes. Oui, ça change toutes les minutes, mais le niveau est extrêmement élevé. Alors ce sont des bateaux quand même relativement lents. En fait, quand ils filent 15 nœuds, ils sont contents. En fait, il y a le marathon et le sprint. Donc j'ai la chance d'avoir des amis marathoniens. Personnellement, je préfère la griserie des très hautes vitesses. C'est quelque chose de fascinant. C'est vrai que imaginez quand même, on peut revoir ces images une dernière fois. 100 km/h sur ce bateau, c'est le record qui a été battu aujourd'hui sur 500 mètres. Je voudrais souligner que c'est une aventure collective parce que seul dans la vie, on ne fait pas grand-chose. Et là, j'ai la chance d'avoir des ingénieurs et des marins, les filles à terre, enfin une équipe absolument hors norme qui porte ce projet avec beaucoup de passion. Et je crois que ce sont des valeurs que aujourd'hui on parle beaucoup d'individualisme et on ramène un peu tout à une seule personne. Là, on a cette chance d'avoir un peu comme au rugby un pack hydroptérien. Et je crois que c'est pour ça que le bateau marche. Et tout est raconté dans ce livre aux éditions de La Martinière, Le Mur du Vent. C'est toute l'histoire depuis le début avec Tabary jusqu'à maintenant. Et il y a encore donc quelques pages à écrire.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus. Merci On va parler théâtre maintenant et de Charles de Gaulle qui est au théâtre, pas lui. Et oui, Charles de Gaulle sur les planches de théâtre, du théâtre documentaire presque désormais sur les routes de France, avec cette production qui reprend mot à mot les confidences de Jacques Foccart, le conseiller discret du général pendant les événements de mai 68. De Gaulle en mai, Jean-Louis Benoît, il est metteur en scène du spectacle. Il est ce soir l'invité de Pierre Sled et de Bouge la France. Bonsoir Jean-Louis Benoît. Bonsoir. Alors De Gaulle en mai, ça marche très bien. C'est jusqu'à quand? Jusqu'à janvier, hein, fin janvier. Nous partons en tournée jusqu'à février, oui. D'accord. Alors c'est une pièce qui relate les événements de mai 68, mais vue par Général de Gaulle et son équipe, on va dire, élargie. Alors vous avez déjà mis en scène au théâtre de l'Aquarium finalement des morceaux d'histoire comme ça, les vœux du président qui étaient basés sur les vœux de François Mitterrand. Vous avez également mis en scène La Nuit, la télévision et la guerre du Golfe, donc qui traitait de la guerre du Golfe. Qu'est-ce que l'histoire récente finalement a d'intéressant pour le théâtre? Vous savez, le théâtre français s'empare peu de l'histoire, de son histoire. J'ai remarqué que mon spectacle... Ou alors de la vieille histoire. Mais j'ai remarqué que mon spectacle sur 68 est le seul spectacle de théâtre, enfin à ma connaissance, sur l'histoire de France. Moi, je crois que il est important de mettre, si on veut que le théâtre explore son temps, il est important de mettre sur la scène les hommes politiques et la politique du moment. Pourquoi ne le ferait-on pas? Aristophane au 5e siècle, il le faisait lui. Et pourquoi la France, elle, visiblement, a un problème avec son histoire, même au cinéma, où on voit très bien. Il n'y a pas de pièce sur la Commune, par exemple, sur l'Algérie. Il y a eu les Genêts, mais oui, si, on commence, les Américains le font plus volontairement. Oui, les Anglo-Saxons le font beaucoup plus volontiers que nous. Au cinéma. Vous êtes basé sur les écrits et les notes de Jacques Foccart, qui était l'un des gaullistes, grand conseiller de Charles de Gaulle. Néanmoins, est-ce que vous avez pris ces notes à la lettre ou est-ce que vous les avez interprétées pour le théâtre, mise en scène, entre guillemets? Non, le journal de l'Élysée de Foccart, si vous voulez, j'ai pris ce qui concerne le mois de mai, bien sûr. J'ai coupé, bien sûr, mais je n'ai pas réécrit un mot, je n'ai pas changé un mot et une ligne. Simplement, j'ai coupé, parce qu'il y avait des moments... ça concernait pas vraiment le sujet, puis c'était trop long, bon voilà. Donc c'est un montage tout à fait traditionnel, je dirais. Mais je n'ai pas changé un mot, non. Mai 68, c'est un bon happening? Enfin, tout dépend pour qui. Je pense pas, moi. Oui. De Gaulle a fini sa carrière politique en 68. C'est 68 qui a tué De Gaulle. Même si la victoire aux législatives a été considérable. C'était un raz-de-marée, ça tout le monde le sait, pour la droite. Et il n'empêche que l'homme était fini. L'homme était fini. Et du coup, qui est le héros de la pièce? Est-ce que c'est mai 68 ou est-ce que c'est quand même Charles de Gaulle? Écoutez, moi je dirais pas que c'est Charles de Gaulle le héros de la pièce. Un qui s'en sort peut-être, c'est Pompidou, qui a été très habile, très intelligent pendant mai 68 et qui a joué le temps et qui se présente en dauphin, qui est prêt à succéder au général. Et lui, il a été assez habile, mais en conflit perpétuel tout de même avec le général. Ça, on le sent bien, on le voit bien dans les documents que j'ai lus, que Pompidou et De Gaulle ne s'entendaient pas du tout. De Gaulle partageait absolument pas la stratégie de Pompidou. D'où cette sensation qu'on a eue pendant cette période-là d'un pouvoir qui est un petit peu dépassé, qui est un petit peu à l'agonie, qui ne sait pas trop où il va. Comment vous arrivez à le restituer, ça, dans la pièce? Bien, vous savez, j'ai des documents, j'ai des scènes qui sont quasiment écrites, où c'est la panade la plus totale. Ce sont des gens qui sont perdus, qui sont quasiment au sol, et je ne fais qu'interpréter, parce que c'est dialogué, comme je le dis, et on interprète, les acteurs interprètent, on invente aussi, bien sûr. Et il ressort de tout cela que, en effet, les hommes, surtout le général, est une espèce de roi Lear, de prince totalement égaré, qui ne comprend rien de rien, ce qu'est la réalité. Il n'a rien compris en 68, le pauvre. Je crois que peu de gens au gouvernement ont compris ce qui se passait en 68, vraiment. Alors justement, ça a été un débat, vous l'avez suivi pendant les élections présidentielles, notamment de la part de Nicolas Sarkozy, mais de manière générale, une tendance d'une pensée qui
qui tendait à limiter l'influence de mai 68. Est-ce qu'on la ressent à la fois profondément à travers ses écrits? L'influence de 68. Oui. Est-ce que c'est une réaction? Est-ce que c'est un peu cette pièce, le fait que vous ayez eu envie de la mettre en scène, est-ce que c'est une réaction justement à ce courant de pensée qui tend à minimiser? Ah oui, oui, ça je crois, oui, oui. J'avais, moi j'avais 20 ans en 68 et j'avais envie d'en parler, mais je l'aurais peut-être pas fait si je n'avais pas été aussi exaspéré parce que j'entendais sur les ondes, à la télé, par certains hommes politiques et qui ont vécu 68 d'ailleurs et qui en parlent d'une façon extrêmement sotte, du style c'est une révolte boutonneuse d'adolescents. Oui. On entend toujours le mot idéaliste, utopiste, mais ce n'était pas que ça 68, que tout de même. Je veux dire, quand il y a 9 millions de grévistes, c'est une insurrection, c'est plus une révolte de genoux dans la rue, ce n'est pas un monôme comme disait De Gaulle. Donc moi j'ai voulu en parler à ma façon, mais je ne voulais pas mettre sur la scène les héros, quoi, les Cohn-Bendit, les Crévier. Je voulais pas mettre les héros sur scène. Vous savez, le héros. Oui, parce que en fait les vrais existent encore. Ben oui. Oui. Non, alors j'ai eu l'idée de m'intéresser au gouvernement, comment le gouvernement de Pompidou vivait ces événements. Et là j'ai découvert beaucoup de choses. Je ne me doutais pas, moi étant souvent dans le quartier latin à l'époque, je ne me doutais vraiment pas qu'on leur faisait aussi mal et qu'ils étaient aussi malades. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris justement dans leur... Ah moi ce qui m'a le plus surpris d'abord c'est que ce qui m'a le plus surpris c'est le désarroi de ces hommes, mais le désarroi total. Ils découvraient qu'il y avait une jeunesse en France, j'ai l'impression moi. C'est invraisemblable. Ils ne comprenaient pas pourquoi dans un pays qui a quoi 5% de croissance à l'époque, 200 000 chômeurs, pas plus, tout va très bien, les marchandises, le plein emploi, voilà, que dans une période pareille, il puisse y avoir des jeunes qui soient pas contents, quoi. Est-ce que vous avez retrouvé justement, vous vous souvenez de ce passage pendant le référendum sur pendant le CPE d'abord et puis ensuite le référendum qui venait après, Jacques Chirac disant qu'il ne comprenait pas les jeunes. Est-ce que vous avez retrouvé des analogies? Ah ben bien sûr. Enfin, encore Jacques Chirac. On l'a vu parler à des jeunes, mais avez-vous vu le général de Gaulle parler déjà à des jeunes? C'est impensable. C'est impensable. C'était un homme du 19e en plus, le général, quand même. Il était complètement coupé. Vous savez, je crois que s'il n'y avait pas eu Pompidou, ça aurait pu être la guerre civile. Parce que De Gaulle, lui, c'était une paire de taloches, puis vous allez vous coucher sans manger. Cette stratégie était simple. On évacue l'Odéon tout de suite. On discute pas avec les émeutiers, dit-il. Est-ce que le public qui vient est un nouveau public? Est-ce que ça draine des gens qui vont voir avant tout restituer un passage historique et qui viennent pas forcément au théâtre, ou c'est vraiment les purs et durs du théâtre qui sont là comme chaque fois? Non, il y a de tout. Alors là, franchement, nous, on a créé ce spectacle à Marseille, à la Criée, dont je suis directeur en ce moment. Et à Marseille, j'ai vu de tout dans la salle. Moi. Alors, ça intéresse les jeunes justement qui n'ont pas connu les 68. Alors voilà, ce qui m'a passionné, moi, c'est les discussions avec les jeunes qui ont 18-20 ans, qui sont venus voir le spectacle à Marseille, à la Criée, et avec qui j'ai eu de nombreux débats. Alors, pour eux, 68, en effet, c'est des doux rêveurs, quoi. Les doux rêveurs qui ont tout cassé sur les boulevards. Ils ne parlent jamais de politique, quoi. C'est invraisemblable, ça. Alors, en plus, les principaux personnages, bon, De Gaulle, ils savent à peu près qui c'est, mais De Gaulle, c'est la résistance, pour eux, par exemple. Ouais. Ça, j'ai observé ça, c'est que après 58, ils savent rien. Ils le perdent complètement de vue. D'accord. C'est le héros. Pompidou aussi. Alors, Pompidou, ils le connaissent quasiment pas. Alors, ne parlons pas de Fouché, Père-Fille, tout ça. Alors, c'est une pièce d'homme, en plus. Il y a que des hommes. Ah, mais il n'y avait pas de femmes au gouvernement. Je suis désolé, mais il n'y avait pas de femmes au gouvernement. Et je crois qu'au Parlement, 68, je crois qu'il n'y avait pas de femmes non plus. Non, c'est un univers très, très masculin, hein. Il le dit, De Gaulle, excusez-moi, mais il le dit, mes ministres n'ont pas de couilles. Hein. Donc De Gaulle en mai, c'est en tournée, hein. C'est en tournée, nous allons à Tours, Béthune... jusqu'au 24 janvier, en tout cas, vous êtes sur les routes. Voilà, c'est ça. Très bien, merci beaucoup en tout cas Jean-Louis Benoît. On va regarder la une des journaux de demain et on va passer le dernier coup de fil dans un instant. Merci bien. Merci à vous.
Voilà, et c'est l'interpellation de son ancien directeur qui fait de nouveau la une de Libération demain. Après la garde à vue musclée de Vittorio de Philippis qui déclenche des réactions à gauche comme à droite, Nicolas Sarkozy demande une réforme de la procédure. Il contredit donc Rachida Dati et Michel Alliot-Marie pour qui le droit a été respecté dans cette affaire. La crise du logement à la une de l'Humanité. Alors que les premiers recours ont été déposés, le gouvernement choisit la promotion immobilière contre le logement social. La Croix se penche sur les sujets qui divisent la majorité. Le projet de loi sur le travail du dimanche a cristallisé les dissensions. Sur les questions de société, Nicolas Sarkozy est plus libéral que de nombreux députés UMP. Puis autre question de société, la fin de vie à la une de Ouest France. L'euthanasie ne sera pas légalisée. Le député UMP Jean Leonetti rend son rapport demain à Nicolas Sarkozy. Pour ce partisan des soins palliatifs, l'interdit de l'euthanasie doit être maintenu. Et on termine avec le Parisien, aujourd'hui en France, qui fait sa une sur la TNT. La TNT qui poursuit sa progression. Et puis à noter cette interview exclusive de Lance Armstrong. Le champion explique pourquoi il se lance dans le Tour 2009. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On va passer le dernier coup de fil. Toujours le Téléthon, un Téléthon en temps de crise. Dernier coup de fil de Bouge la France, Laurence Tino-Herman, la présidente de l'Association française contre la myopathie. Bonsoir Laurence Tino-Herman. Bonsoir. 22e Téléthon qui commence donc vendredi. Chaque année, on montre les avancées. Quelles sont-elles cette année ? Bah écoutez, ce qu'on peut dire cette année, c'est que le verbe guérir se conjugue au présent, en tout cas au moins pour une maladie, puisque dans le cadre d'une maladie rare qui s'appelle l'Adaski, d'une forme d'immunodéficience, une équipe italienne a mis au point un traitement par thérapie génique grâce au Téléthon français et au Téléthon italien, un traitement par thérapie génique qui permet de guérir, et à ce jour 12 enfants ont été traités, guéris par ce traitement, et nous avons pour cela plus de 6 ans de recul. Donc c'est vraiment une très très grande avancée qui montre la voie. Et on espère que, évidemment, les victoires de ce type vont pouvoir s'additionner pour plus de maladies et forcément plus de malades. Alors ces découvertes montrent la voie, et donc vous allez faire comme chaque année appel aux dons au 36-37. Vous le savez, on est en temps de crise, les journaux en parlent quotidiennement. Est-ce que vous ne redoutez pas justement que les donateurs soient moins nombreux, moins généreux que les autres années ? Alors, moins généreux peut-être. Moins nombreux, je n'espère pas. En tout cas, je veux y croire. Aujourd'hui, j'ai déjà fait un peu le tour de France. J'ai sillonné différentes régions. Je peux vous dire que sur le terrain, tous les bénévoles sont très très mobilisés. Aucune défection. Au contraire, on a même l'impression que le contexte de crise les transcende, les motive davantage, qu'ils sont encore plus motivés, plus mobilisés que jamais. Et on espère que ce sera contagieux et qu'il y aura encore plus d'engagement, et on montrera par là même que la valeur de l'engagement est une valeur forte qui ne fluctue pas et qui ne faiblit pas. Je veux y croire, et j'y crois très fort parce que les Françaises et les Français ont été à nos côtés pendant ces 21 ans, et je pense qu'ils continueront plus motivés que jamais. Quelles sont les choses qu'on va voir ce week-end ? Rappelez-nous combien il y a de personnes qui participent, qui font le Téléthon ? Alors il y a 22 000 manifestations un peu partout en France. On peut dire que au moins une commune sur deux est mobilisée pour le Téléthon. Ce sont 5 millions de Français qui sont dans la rue. Je crois que ce Téléthon, ça a aussi valeur de 14 juillet en hiver. C'est particulièrement fédérateur, rassembleur, générateur d'un vrai lien social. Et je crois que ce sera peut-être aussi une antidote à la crise, puisqu'on fait la fête pour qu'avance la recherche biomédicale, pour trouver des médicaments, pour traiter des enfants qui malheureusement aujourd'hui soit partent de ces maladies incurables ou soit ont des maladies évolutives particulièrement handicapantes. Donc ce sont 5 millions de Français, et puis par ailleurs ce sont aussi des centaines de milliers de donateurs qui sont à nos côtés pendant ces 30 heures. Merci beaucoup, ça commence vendredi soir, vous pouvez déjà commencer à donner au 36-37 les promesses de dons. Merci beaucoup Laurence Tino-Herman, c'est la fin de cette émission. Dominique Fass la réalisait, Pierre-Henri Gergogne était là comme tous les soirs, Xavier Lalu, Simon Barbary ont préparé tous les dossiers.
Caroline Deschamps tout de suite pour Parlons Blog et nous on va se retrouver demain soir avec Saveria et qui je souhaite une excellente nuit. Au revoir Saveria et à demain tous.